D'après le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, on s'attend à ce que d'ici 2100, la teneur en CO2 de l'atmosphère passe de 380 à 675 parties par million en volume. Et ça va résulter en une augmentation de la température de la planète de 1,4 degrés Celsius à 5,8 degrés Celsius en moyenne. Ça, c'est une très grande augmentation. En fait, c'est de 3 à 12 fois l'augmentation qu'on a déjà connue à ce jour, puisqu'en 2006, la température moyenne de la planète était de 0,46 degrés Celsius plus élevée que ce qu'on avait observé dans les 150 années précédentes. En fait, de 1995 à 2006, 11 de ces 12 années ont été parmi les plus chaudes depuis qu'on mesure la température de la planète en 1850. Donc, le dernier grand rapport du GIEC, qui date de 2007, rendait compte des impacts dévastateurs du changement climatique et il concluait surtout que cette évolution climatique était le résultat de l'activité humaine. Si l'activité humaine est responsable du changement du climat, quand même la société a le devoir et surtout le pouvoir d'atténuer les effets des changements climatiques et surtout ils vont devoir s'adapter à l'évolution du climat. Ce qui est bien, c'est que pour ce faire, on dispose d'un outil merveilleux qui est le bois. L'utilisation du bois comme biocarburant est un substitut carbone neutre à la combustion de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, qui sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Également, le bois comme matériau de construction est un substitut au béton et à l'acier, qui sont également des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Pour produire le béton et l'acier, en effet, il faut utiliser des grandes quantités d'énergie qui sont à l'origine des émissions. Combiné à l'aménagement durable des forêts, l'utilisation du bois est une solution valide, importante et reconnue par le GIEC aux causes des émissions d'origine humaine des gaz à effet de serre. Le bois est un matériau carbone neutre qui permet de maintenir l'équilibre de la planète. Il est important de distinguer à ce stade entre coupe forestière et déforestation. Dans l'esprit des gens, coupe forestière égale déforestation. Mais en réalité, la définition de la déforestation est un changement d'affectation des terres. Si on transforme une forêt, si on récolte une forêt et qu'ensuite on installe une ville, de l'agriculture ou un désert, là on fait de la déforestation. Et ça, c'est une cause importante de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Si par contre, on fait une coupe forestière accompagnée d'interventions de régénération, soit naturelle ou en plantation, on maintient l'intégrité de la forêt en tant que puits de carbone et on contribue à atténuer le problème des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. L'arbre, en fait, par la photosynthèse, intègre le CO2 de l'atmosphère sur la Terre. L'arbre fixe le CO2 dans l'atmosphère et en constitue la matière de ses tissus. Donc, le bois lui-même est un réservoir de carbone. Et l'arbre et la forêt sont les principaux puits de carbone naturel de la planète. Donc, une exploitation forestière accompagnée d'un système de régénération efficace est d'une importance capitale dans une perspective de développement durable. Donc, on voit que la forêt est un système en équilibre sur la Terre. On a un cycle du carbone dans lequel le carbone part de l'atmosphère, est intégré dans la forêt et à la mort de l'arbre, ce carbone-là est réémis dans l'atmosphère. Donc, ça tourne en circuit fermé. La déforestation détruit cet équilibre et c'est pour ça qu'il faut la stopper. Il faut contrôler les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Par ailleurs, la société brûle des combustibles fossiles, fabrique des matériaux qui demandent beaucoup d'énergie, comme le béton et l'acier, qui sont des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'en aménageant la forêt, en utilisant le bois, c'est comme si on soustrayait le CO2 qui serait émis dans l'atmosphère à la mort des arbres pour l'utiliser comme source d'énergie, comme matériau durable. Et en substituant les émissions dues aux combustibles fossiles, au béton par exemple, on introduit un processus carboneutre et en équilibre qui utilise la forêt pour ramener l'équilibre dans l'ensemble de la relation qu'on a avec la planète Terre. En Amérique du Nord, le bâtiment est à l'origine de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre.
Le bâtiment vert en bois, tel que le pavillon Kruger à l'Université Laval, est porteur d'espoir pour l'amélioration de l'environnement. Si on veut juger du caractère environnementalement soutenable d'un bâtiment, il faut le considérer sous l'angle de l'analyse de cycle de vie. La première phase de l'analyse de cycle de vie est celle qui concerne l'énergie intrinsèque de la construction, c'est-à-dire l'énergie contenue dans les matériaux de construction. Par exemple, si on fabrique une poutre en bois, toute l'énergie requise pour récolter les arbres, les transporter à l'usine, transformer les billes en bois d'œuvre, incluant le séchage, eh bien, toutes ces opérations nécessitent l'émission de 6 kg de CO2. Si on fabrique la même poutre pour faire le même travail en acier, on va devoir émettre 76 kg de gaz à effet de serre, soit 12 fois plus que la poutre en bois. Si on fabrique la même poutre en béton, à ce moment, on devra émettre 101 kg de CO2, soit 17 fois plus que la poutre en bois. Donc, on voit que le bois est de loin préférable sur le plan de l'environnement que les autres matériaux en tant que source d'émissions de gaz à effet de serre. La deuxième phase de l'analyse de cycle de vie est celle qui concerne l'énergie d'exploitation, celle qui est utilisée pour le chauffage et la climatisation principalement du bâtiment. Donc, à ce titre, c'est l'efficacité énergétique qui est notre préoccupation. On sait que le bois est 7 fois plus isolant thermiquement que le béton et 500 fois plus isolant que l'acier. Donc, l'utilisation du bois peut radicalement diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment. À la fin du cycle de vie, donc dans la troisième phase, qui est celle de la disposition du bâtiment, deux options se présentent à nous. Si on dispose des matériaux de construction dans des sites d'enfouissement, c'est catastrophique. En effet, les sites d'enfouissement émettent du méthane, qui est un gaz 20 fois pire en tant que puissance de gaz à effet de serre que le CO2. Par contre, si on brûle les déchets de bois dans des brûleurs à haute efficacité, et que ce faisant, on substitue du pétrole en produisant de l'énergie, c'est une excellente utilisation qu'on peut faire des déchets de démolition des bâtiments. Également, on peut réutiliser le matériau bois, soit en le fragmentant et en fabriquant des matériaux composites, ou en le réutilisant tel quel dans d'autres chantiers de construction. Donc, on voit qu'à toutes les étapes du cycle de vie des bâtiments, l'utilisation du bois a une contribution positive pour protéger l'environnement et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Chaque mètre cube de bois utilisé en construction, lorsqu'on substitue du béton, contribue à éviter l'émission d'1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le bois en construction. Par exemple, à Londres, on a érigé un bâtiment de 9 étages à 100% en bois, le Timber Tower, un magnifique bâtiment à très faible trace environnementale. En somme, le bois est un choix intelligent pour lutter contre les changements climatiques, que ce soit par l'aménagement durable des forêts, en convertissant le bois en bioénergie ou en l'utilisant dans les bâtiments verts. Dans le contexte de la crise économique et environnementale que l'on vit, la longue tradition d'excellence du Québec dans le secteur forestier ouvre aux Québécois de toutes nouvelles perspectives face aux défis du 21e siècle. Dans son devoir d'exemplarité, il serait souhaitable que les autorités gouvernementales adoptent des politiques tout azimut favorisant l'utilisation du bois, de manière à saisir une opportunité originale, porteuse et unique de développement économique, social et environnemental, ce qui est la définition même du développement durable.